Bonsoir, bienvenue pour cette entrevue un peu exclusive, qui n'est pas en direct, hein, ne la cherchez pas, parce qu'il y en a qui me posent encore la question, mais il y a des entrevues qui ne sont pas en direct. Pour cette entrevue, je vais recevoir deux invités, donc Thierry Cabil et Christian Cotten. Bonsoir messieurs. Bonsoir Patrick. Bonsoir Patrick. Vous êtes, Christian Cotten, on vous connaît depuis nombreuses années pour être un fervent défenseur de certains dossiers judiciaires. Bon, on en reparlera, on aura l'occasion de toute façon en reparler, puisque ce soir, on est là pour votre affaire, à vous, Monsieur Cabil, qui est une affaire assez incroyable de, je peux dire, trafic de corps, de trafic d'organes, je sais pas comment la définir, en tout cas, vous allez nous expliquer, ça concerne votre maman, qui est décédée en 2001, et pour laquelle vous m'avez justement amené le dossier, mais c'est assez incroyable, donc des actes civils en double, une exhumation d'un corps, vous nous expliquerez l'histoire, mais c'est tout à fait incroyable. Pour revenir à la genèse un peu de ce qui s'est passé, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu en gros cette histoire? Cette histoire, c'est une histoire qui commence dans cette ville de Sarcelles. Et oui, ça commence donc à Sarcelles. Notre maman est rentrée à l'hôpital pour une simple douleur au mollet. Et pour vérifier si elle n'avait pas de phlébite, donc son médecin l'a envoyé faire dans tous les examens. Il se trouve qu'à l'issue de ça, pour le faire court, on l'a retrouvée dans une pièce avec du sang sur les murs, sur les plafonds, comme si c'était battu dans la pièce. Et à l'issue de ça, donc, on a demandé une autopsie. Et l'autopsie, cette autopsie, ils ont falsifié l'autopsie en mettant le cadavre de quelqu'un d'autre. Parce que le rapport présente une personne de peau blanche, avec un poids supérieur au sien, une taille supérieure à la sienne, totalement édenté alors que maman avait des dents. Et donc tous ces éléments-là ont conduit à une exhumation. Et cette exhumation a été extrêmement frauduleuse, puisque l'article 2213-40 du Code de la police funéraire prévoit que la famille doit être présente, le membre le plus proche, en tout cas de la défunte, de la personne, doit être présent lors de l'exhumation. Et il se trouve que l'horaire qui avait été fixé par la ville de Sarcelles était de 8h30, et nous on est arrivés, parce qu'on n'avait pas confiance au niveau de ces personnes, on est arrivé à 5h30 du matin aux portes de ce cimetière, sachant que c'était à 8h30. Et nous avions bien fait, parce qu'à 6h, il y a une personne qui rentre dans le cimetière pour l'exhumation, et il se trouve que les personnes étaient déjà, et que quand cette personne est entrée à 6h du matin, on a observé qu'il y avait d'autres personnes dans le cimetière. Ils étaient 14 au total. Donc, on a vu une personne rentrer, et quand nous on est rentré à 8h30, il y avait 14 personnes au total dans le cimetière. Donc la question c'était à quelle heure sont rentrées les autres personnes, sachant que nous on était là à 5h30 du matin, qu'on a vu une seule personne rentrer à 6h, et que l'opération était déjà faite. Et sur un document de la mairie, pour se couvrir, certains ont mis qu'il y a eu effectivement une exhumation, creusement d'une tombe plus je ne sais pas trop quoi, et ils ont marqué que ça a été fait en dehors des heures légales. Donc c'est bien marqué sur les documents. Et malgré tous ces éléments, encore une fois, on nous a toujours donné tort dans ce dossier. Et pourtant les éléments parlaient d'eux-mêmes. Oui, parce qu'il y a plusieurs actes de décès, ce qui est par définition impossible. Il ne peut pas y avoir deux actes de décès, ça n'existe pas. Et puis plusieurs actes de décès, mais qui sont vraiment en accord avec tout le début de la procédure, puisque quand elle rentre à l'hôpital, on découvre qu'elle est enregistrée sur deux noms, sur deux numéros. Donc c'est comme s'il y avait deux Madame Cabil dans la même période. Quand l'autopsie a lieu, c'est deux corps qui partiront au nom d'Hélène Cabil, un de Villetaneuse, un de Gonesse pour une autopsie. Quand il y a l'exhumation qui s'est faite, c'est encore... Pardonne-moi, peut-être faut-il préciser que les transports des deux corps dont tu parles ont eu lieu un 19 février, sachant qu'elle est officiellement morte le 14 et plus vraisemblablement le 13, et plus vraisemblablement le 9 selon l'écriture, la lettre d'un médecin, et que l'autopsie a eu lieu le 16 avec des transports de corps le 19. Le 19, tout à fait. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair là. Voilà, donc c'est vrai que ce fait est très important, puisque effectivement, en plus ce sont comme des experts qui parlent. Les experts sont unanimes, ils sont trois, et les trois experts ont souligné que l'autopsie a bien eu lieu le 16 février 2001. Or,
le déplacement des corps de l'hôpital de Gonesse, et j'ai bien les corps puisqu'ils sont deux, c'est le 19 février 2001. Donc on ne peut pas déplacer les corps le 19 février 2001 pour être autopsié le 16. Mais ça justifie largement le fait qu'on soit étonné de voir que dans le rapport, rien ne correspond à notre maman, puisque dès le départ, ça n'est pas elle qui part se faire autopsier. Et puis après l'exhumation, c'est ce qu'on a retrouvé aussi. Alors là, on est dans presque de la science-fiction. Enfin, pardonnez-moi le terme, mais c'est surréaliste. Là, non seulement c'est surréaliste le contenu, mais ils étaient bien conscients du contenu, puisqu'on avait demandé, donc, et peut-être qu'il y avait pire que ça dedans, hein, parce qu'on avait demandé donc à faire une veillée funéraire. On voulait donc garder le cercueil jusqu'au lendemain, et cette veillée funéraire nous a été refusée. Sachant qu'un criminel en France, même s'il est en prison, on le sortira de prison pour faire sa veillée funéraire. Nous, alors qu'on a le seul crime qu'on a commis, c'est de perdre notre maman d'une façon assez invraisemblable dans cet hôpital, et d'avoir demandé une autopsie. Et donc on nous a refusé cette veillée funéraire. Et quand on a, le lendemain, parce qu'on avait demandé donc à participer donc, à cette autopsie, donc du coup, on a découvert que dans le cercueil, il y avait donc un amas de chair humaine coupé en morceaux et notamment une petite cage thoracique d'enfant. Mais on ne peut pas trouver du sang rouge vif après 2 ans et demi sous terre, c'est impossible. Et même le sang, quand il est conservé dans une chambre froide, il noircit, il devient noir. Mais alors que là, il était rouge vif. Donc ça montre qu'il était extrêmement frais et que ce qu'on avait devant les yeux, ça ne pouvait pas être un cadavre de 2 ans et demi, mais quelque chose d'extrêmement récent. Et ce qui est étonnant, c'est que devant tous les éléments qu'on a pu donc présenter donc à la justice, ça c'est toujours vraiment, c'est comme si on parlait soit du chinois, soit en tout cas une langue qui n'était pas comprise des juges, puisque on a toujours été condamné à l'issue de ça. On a été quand même jusqu'à la Cour européenne. Il y a eu une fermeture du cercueil, du dossier. Et donc ils ont clôturé parce qu'on avait demandé donc le rapport d'ADN. Et ce rapport d'ADN, puisque le juge disait toujours oui, il a l'ADN, et que c'était un élément qui est fiable à 100%. Donc au début on ne l'a pas contré, parce qu'on s'est dit bon, elle ne peut pas mentir. On ne pouvait pas mettre en doute, on ne pouvait pas penser que le juge était dans la combine et qu'il était en train de mentir. Et au final, quand on a demandé qu'elle nous montre la preuve que l'ADN elle l'a bien dans les mains, sa réponse a été une condamnation de 15 000 € d'amende pour abus de procédure. Avec la phrase, pardonne-moi, on n'a pas demandé vous n'aurez pas les résultats. Vous n'aurez pas les résultats de l'ADN. Vous n'aurez pas les résultats de l'ADN. Absolument. Pourtant, c'est dans votre droit de demander cette pièce. Bien sûr, c'est dans notre droit. Bien sûr, c'est dans notre droit, mais là, elle s'est vraiment opposée. Et puis, je vois pas, enfin, puisqu'elle est là pour apporter de la lumière dans le dossier, je ne vois pas en quoi elle fait un obstacle à cette vérité. Elle n'est pas là pour ça, au contraire, son rôle c'est d'éclairer les dossiers dans les deux sens, elle doit être impartiale, elle doit être là pour défendre d'un côté comme de l'autre, et là non, absolument pas, elle a mis un barrage, et puis une condamnation de 15 000 € pour abus de procédure. Abus de procédure, sachant que là-dessus, sur justement la fermeture du cercueil, il y a eu aussi un cercueil subtilisé, puisque le cercueil visiblement que vous aviez acquis au départ n'est pas celui qui a été exhumé dans la procédure. Et c'est pareil, vous avez les preuves de ça, vous avez amené, même l'organisme qui vous a vendu les pompes funèbres certifie que c'était bien ce cercueil-là qui vous ont vendu. Or, le cercueil qui a été exhumé, ce n'est pas celui-là. Donc ça, c'est pas possible. Ça, il y a un souci avec ça aussi. Ça. Oui, il y a un souci. Donc c'est vrai que alors, dans ce dossier, alors c'est vraiment la difficulté, c'est qu'il y a une quantité d'éléments, une quantité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une page où il n'y a pas une anomalie. Il y en a tellement, mais tellement qu'on pourrait s'y perdre. Et c'est vrai que rester dans les grandes lignes, c'est important, parce que donc, ce qu'il faut retenir, c'est que notre maman donc, est rentrée dans cet hôpital, qu'elle est décédée de façon invraisemblable, qu'il y a eu une exhumation, que de cette exhumation, le rapport d'autopsie qu'on reçoit, et surtout, en tout cas, le rapport des experts. Elle avait déjà détail, mais qu'aide à comprendre aussi. Quand vous aviez retrouvé le corps, on lui avait ôté les yeux, on lui avait enlevé ses yeux. Les yeux n'étaient plus là. Les yeux étaient plus là, et il y avait donc une ouverture de l'épaule vers la poitrine. Donc ils se sont servis. Elle était donc sous respirateur artificiel, et on a su par la suite que c'est la façon dont on maintient les organes en vie, en vue d'un prélèvement. Donc elle avait tout vraiment, toute la situation, tous les éléments étaient là pour montrer qu'ils allaient prélever ou ils ont prélevé des organes.
Et au final, en tout cas, quand on a donc exhumé en tout cas le cercueil, ça n'était pas elle qui était dedans. Et non seulement c'était pas elle, mais il y a eu une substitution de cercueil, parce qu'on avait donc eu la chance qu'une amie a pris des photos lors de l'enterrement, et 3 ans après, elle nous a donné ces photos qui ont démontré, ou démonté en tout cas l'argument de la justice, qui disait que c'est peut-être depuis le début que nous nous sommes trompés de cercueil, que dès le début, on a pris un cercueil qui n'était pas le sien, et du coup, ça explique la raison pour laquelle on ressort un cercueil qui n'est pas du tout celui-là. Parce qu'ils ne voulaient pas admettre que finalement, entre-temps, il y a des personnes qui sont venues, qui ont déterré le cercueil et qui ont substitué le cercueil pour en remettre un autre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et voilà. Avec en clair des mélanges de cadavres. Autrement dit, c'est une tombe et un cercueil qui a servi certainement à faire disparaître des cadavres. Au moins un. Certainement un cadavre d'enfant, puisqu'on a retrouvé une cage thoracique. En fait, ce qui est intéressant dans le dossier de Thierry, enfin intéressant, je ne sais pas si c'est le bon terme, c'est qu'on est face à deux problèmes. On est face d'une part à un système hospitalier qui fabrique du trafic d'organes, et on est face à un système judiciaire qui applique la loi de l'omerta. C'est là que ça devient complexe. Ça devient et complexe et intéressant. On a aujourd'hui, ça fait 10 ans que nous travaillons ensemble sur ce dossier. La première fois où j'ai rencontré Thierry, ça remonte à 2007, à l'occasion d'un procès devant la 17e chambre correctionnelle où je mettais en cause la pratique de la loi de l'omerta dans l'institution judiciaire de manière assez musclée. Et Thierry était là pour en témoigner. On l'a empêché de parler ce jour-là, le plus possible. Enfin, il a pu s'exprimer quelque peu, mais on l'a le plus possible empêché de parler par des tout-sautements à répétition de la part des procureurs, magistrats, certains avocats qui étaient là pour ce jeu-là, parmi les 10 autres témoins de ce procès d'avril 2007, si mes souvenirs sont bons. Et depuis, nous n'avons pas cessé de travailler sur ce dossier. Nous avons enclenché des procédures judiciaires. Très exactement, nous avons mis en cause la responsabilité de l'État au travers d'un personnage précis qui s'appelle l'agent judiciaire de l'État. C'est une fonction qui dépend du ministère des Finances, et c'est cette fonction-là de l'État que l'on peut poursuivre en justice lorsqu'il y a ce que l'on appelle un dysfonctionnement des services judiciaires, un déni de justice, une faute lourde de l'État. Nous avons assigné l'agent judiciaire de l'État, je crois, en 2010. Nous avons eu un premier procès, enfin un premier rendu de jugement en novembre 2015. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes en octobre 2017, et depuis l'appel que nous avons formé en janvier 2016, c'est-à-dire au lendemain du jugement qui a été rendu, dans les délais réglementaires, nous avons parfaitement respecté la procédure, et bien depuis bientôt 2 ans, la Cour d'appel de Paris applique le principe de la loi du silence, de la loi de l'omerta. C'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé, mais rien. C'est-à-dire que l'appel a bien été enregistré avec un numéro de chambre qui a été attribué, ça c'est, on va dire, normal. Nous avons, nous, déposé des conclusions introductives d'appel, et depuis, strictement rien. C'est-à-dire que l'agent judiciaire n'a pas répondu alors qu'il est censé répondre dans les 3 mois après le dépôt de l'appel. Et surtout, ce qui est le plus grave, nous en avons discuté avec plusieurs avocats récemment qui nous disent « Nous n'avons jamais vu ça à la Cour d'appel de Paris ». C'est-à-dire que depuis 2 ans, il n'y a pas eu un seul acte posé par la Cour d'appel, aucun conseiller de la mise en l'état désigné, aucune convocation pour aucune audience de ce qu'on appelle la mise en l'état, c'est-à-dire la préparation du jugement d'audience au fond, rien, zéro. Nous avons alerté la première présidente de la Cour d'appel, une certaine Madame Chantal Arens. Nous avons alerté le procureur de la Cour d'appel de Paris, Madame Catherine Chanrenaud.
Madame Arens m'a fait une réponse tout à fait aimable, tout à fait courtoise, par l'intermédiaire de son secrétaire général, Monsieur Pascal Lelyong. Le courrier date du 21 juin de cette année. Madame la Présidente a pris note et, avec attention de votre requête et l'a transmise au juge compétent pour que celui-ci vous fasse une réponse dans les meilleurs délais. Ça, c'était le 21 juin. Nous sommes le 20 octobre ou le 17 ou le 18 octobre, pardon. 18 octobre. Cela fait donc 4 mois. Bien, j'attends toujours la réponse. C'est-à-dire qu'on m'a répondu qu'on allait me répondre, mais on ne m'a pas répondu. Ce qui est quand même assez significatif. Petite anecdote. Nous étions un jour dans une petite salle de réunion du TGI de Paris, ça remonte à quelques années en arrière, 2011 peut-être, 2012. Il y avait là notre avocat, maître Dominique Kounkou, et puis une juge de la mise en l'état qui avait entre les mains l'assignation que nous avions formée contre l'agent judiciaire de l'État pour mise en cause de la responsabilité de l'État. Et est arrivé, était présent pour un autre dossier, un avocat habituel de l'agent judiciaire de l'État, pour ne pas le citer, pour ne pas le nommer, il s'appelle Maître Bernard Grelon. Et Maître Bernard Grelon découvre que dans le dossier de l'agent judiciaire de l'État qui est sur le bureau de la juge de la mise en l'état, il découvre son nom. C'est-à-dire que l'agent judiciaire de l'État, enfin ses services, l'avait désigné comme avocat pour défendre l'agent judiciaire de l'État face à M. Thierry Cabil. Et là, il se passe une anecdote absolument très drôle. L'avocat, maître Bernard Grelon, dit « Ah, Madame la Présidente, non, je ne prendrai pas ce dossier, je ne défendrai pas l'agent judiciaire de l'État dans cette affaire contre M. Cabil. » Et il ajoute la phrase suivante, devant des témoins, puisque c'est une audience public, il n'y a jamais grand monde dans ce genre d'audience, mais c'est une audience publique, devant témoin, l'avocat habituel de l'agent judiciaire de l'État pour d'autres dossiers, qui me connaissait, qui connaissait notre avocat, maître Dominique Kounkou, déclare à notre avocat, maître Dominique Kounkou, ce dossier est indéfendable. Donc en fait, l'État retrouve... Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'un avocat très expérimenté, c'est un homme de notre génération, enfin la mienne en tout cas, je crois même un petit peu plus âgé, qui a un petit peu de bouteille, c'est ce que j'appelle un vieux singe, il connaît son métier, déclare, alors qu'il est désigné par son client habituel, l'agent judiciaire de l'État, c'est un avocat qui travaille avec la JE de manière récurrente depuis des années, il déclare non, je ne prends pas le dossier, il n'est pas défendable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'agent judiciaire de l'État, comme l'avocat, savent que c'est une poubelle. Enfin, c'est pas Thierry la poubelle, c'est le dossier qui est une poubelle. C'est ce que j'appelle une poubelle d'État, c'est une poubelle qui pue, c'est une poubelle dans laquelle il y a beaucoup de sang, dans laquelle il y a certainement de l'argent quelque part, et dans laquelle nous sommes dans une parfaite démonstration de l'application de la loi de l'Omerta dans le cadre d'une utilisation des institutions de la République et en particulier de l'institution judiciaire par des bandes organisées criminelles qui utilisent différents moyens de pression, ça s'appelle des trafics d'influence, qui utilisent différents moyens de pression pour contraindre des magistrats, soit par la peur, soit par d'autres façons de faire pression, soit par peut-être, je ne sais pas, de l'argent, au travers de différents réseaux, pour contraindre des magistrats à protéger ces bandes criminelles. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui, parce que les magistrats, mais la mairie, alors, oui, toutes les institutions judiciaires, à l'hôpital, la police, des élus politiques, parce qu'il y a aussi des élus politiques dans cette histoire. On a, et c'est ça qui est absolument fascinant, Thierry est allé à la mairie de Gonesse 3 semaines avant un procès au pénal que nous avions fait à l'agent judiciaire de l'État, que nous avons mis en cause au pénal. Ce procès a eu lieu en juin 2016. Juin 2016. Non, 2016, le procès pénal. Le pénal. Le civil 2015. Le pénal 2016. Thierry est allé un jour
inspiré par un dialogue avec Maître Kounkou, il est allé à la mairie de Gonesse demander l'acte de décès de sa mère, une copie. Et là, on lui sort un acte numéroté 81, sauf erreur. Oui, 80, mais c'est plus vieux que ça. Si tu regardes, c'est vraiment, si tu regardes les documents, c'est 2014. Hein. Oui, tu y étais allé en 2014, En 2014, mais tu es retourné et- quelques semaines avant le procès. Et quelques semaines avant le procès, donc c'était plus pour le 81, parce que là, j'y suis allé, parce que j'avais, je me dis quand même, Ah oui, pardon. je trouve pardon. que c'était insupportable de voir ce mensonge continuel, parce que partout c'est que du mensonge. Les juges, c'est comme si on ne parle pas la même langue, et là j'ai dit non, je vais leur tenir tête quand même, et je vais demander l'acte qui fait foi, c'est celui qui a été posé sur le livret de famille, c'est-à-dire le 90, c'est celui qui également a servi logiquement à la fermeture de cercueil. Rappelons que ce qui est quand même un acte civil, il est unique. Il est établi par la mairie, il est signé par un officier de mairie. Il est signé par un officier d'état civil, voilà. en l'occurrence un adjoint au maire, et il est signé par un déclarant. Et là, dans le cas de figure de Thierry, il s'agit d'un capitaine de police. Alors, je ne vais pas tout de suite citer son nom, on va s'abstenir de rentrer dans des... Mais il est cité dans nos écrits, et il est public. Il est public, ce nom. Mais je pense que là où tu voulais en venir, c'est pas l'agent d'état civil. Je pense que tu voulais venir par rapport au médecin légiste. Oui, aussi. Le médecin légiste, parce que c'est vrai que cette fermeture de cercueil qui est étonnante, puisqu'elle s'est faite le 22 février, alors que notre maman a été donc inhumée le 26 février. Et on ne peut pas faire une fermeture de cercueil le 22 février pour un enterrement le 26 février. Ça n'est pas possible. Déjà, ça montre que là, il y a un corps qui a été enterré au nom de notre maman, mais on ne sait pas qui, on ne sait pas où. En plus, ce corps-là a la particularité d'avoir eu un acte de décès signé par un médecin légiste. Or, le médecin légiste, le seul cas où il peut faire un acte de décès, c'est quand on trouve une personne qui est morte dans la rue, par exemple, et on ne sait pas de quelle façon elle est morte, si c'est une mort naturelle, si c'est une mort accidentelle, donc criminelle, si elle est morte il y a 1 jour, il y a 2 jours, 10 jours, on ne sait pas. Donc seul le médecin légiste va pouvoir répondre à toutes ces questions. Et comme il va pouvoir y répondre, c'est donc sa responsabilité de faire l'acte de décès. Et notre maman, je rappelle qu'elle est morte à l'hôpital de Gonesse. Donc ça ne peut pas être le médecin Il légiste. n'y avait aucune raison pour qu'elle soit médecin légiste. Et pourtant, c'est lui. Bah, disons qu'on a un premier acte qui est signé par un médecin légiste. Après, on retrouve un acte qui a été fourni à plusieurs reprises à Thierry sous le numéro 81. Et puis, dans le livret de famille, on a un acte qui est le numéro 90. Et lorsque l'on va voir le registre d'état civil, il faut savoir qu'un registre d'état civil, toutes les pages sont numérotées, tamponnées en rouge, reliées et en théorie infalsifiables. Seul un juge ou un procureur, selon les cas de figure, peuvent éventuellement apporter une rectification à un acte d'état civil s'il y a une véritable raison sérieuse et fondée. Là, il n'y a rien. Ça peut être intéressant que tu montres en image, d'ailleurs, cet acte d'état civil. On a une page qu'a découverte Thierry, qu'il a photographiée. Découverte, d'ailleurs, un peu de force, il faut expliquer. Enfin, oui, voilà, il a fait du fort. Il n'a pas voulu te la donner spontanément, quand même. Non, on n'a pas voulu te montrer spontanément. Mais ils ont compris que je ne sais pas. On montrera cet acte, voilà, vous verrez à l'image, mais c'est incroyable. Mais c'est important aussi de dire, quand on parle de ces actes, et que seul le procureur peut modifier un acte, mais il le modifie de quelle façon? Et qui va motiver cette modification? C'est la personne qui est concernée par l'acte. C'est-à-dire que si je veux modifier mon nom, si je veux modifier quelque chose parce qu'il y a une erreur, donc l'erreur, je vais donc me manifester auprès des tribunaux, auprès du procureur, pour dire que là, il y a tel problème, est-ce qu'on peut apporter cette modification? Mais là, il n'y a rien eu de notre part, déjà. Ça, c'est important de le dire. Donc je ne vois pas, ça montre bien qu'il y a une sacrée magouille, parce que... Oui, parce que la modification il a fait au nom de quoi? Et au nom de quoi? Et donc du coup, cette modification, ils la font parce qu'ils sont conscients qu'il y a une erreur et qu'il faut modifier. Et là, c'est extrêmement grave ce que je dis là. C'est un aveu. C'est un aveu. Il faut comprendre que là, on est dans un aveu. Parce que quand ça vient de la personne concernée, s'il y a une erreur dans l'acte, qu'importe l'acte, donc, je vais donc me manifester, je vais donc écrire, je vais solliciter les services compétents, mais là, il n'y a rien. Non, parce que vous n'avez jamais fait de démarche en pointant du doigt l'acte à la mairie. Donc je le dis haut et fort, c'est la mairie il n'y a rien eu de la part de la famille Camille. Nous n'avons à aucun moment demandé de modifier l'acte. Et puis en plus, modifier pour faire quoi? Le 90 au 81? Franchement, pour nous, il n'y avait aucune raison
de changer de 90 au 81. Je ne vois pas pourquoi. Sauf que là, on se retrouve avec une madame, une dame voilà, qui partage le même acte que notre maman, le même jour de dressé que notre maman, la même heure. Franchement, drôle de coïncidence, c'est du copier-coller, c'était impossible. Signé par le même officier d'état civil, et par contre déclaré par un autre déclarant. Ce n'était pas le même officier de police qui a déclaré Madame. Cette autre dame, je ne vais pas citer son nom, vraiment elle y est pour rien, mais ça revient au même. Le dossier de Thierry n'est pas facile parce que l'histoire est très compliquée d'une certaine manière. On n'arrive pas à tout comprendre parce qu'on n'a pas toutes les informations, on ne sait pas exactement tout ce qui a été fait par qui, mais on constate un certain nombre d'effets. Et puis surtout, tu as prononcé un mot qui est très intéressant tout à l'heure, il y a quelques instants, qui est le mot « aveu ». En fait, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation extraordinaire où l'ensemble du système judiciaire, et ceci au plus haut niveau de l'État, je vais y revenir tout à l'heure, pourquoi je dis au plus haut niveau de l'État, l'ensemble du système judiciaire est en train de nous dire « oui, vous avez raison, il y a un problème. Il y a un gros problème, mais on ne sait pas le résoudre, donc on se tait. La seule chose qu'on sait faire, c'est se taire. On met un couvercle, on met un édredon, et puis on va peut-être aussi tenter de mettre un édredon sur la tête de Thierry et sur la mienne. Il faut que je te raconte, Patrick, si tu me permets, un événement du jour. J'allais presque dire que c'est un cadeau des anges qu'ils nous font, bien que le cadeau ne soit pas très agréable. Thierry a fait l'objet de nombreuses menaces. Il a même fait l'objet de ce que je vais appeler une agression policière. Tu le raconteras peut-être tout à l'heure. Je finis ma petite histoire et puis tu pourras revenir là-dessus. Thierry a fait l'objet de pressions multiples de la part de son employeur qui s'appelle la mairie de Boulogne-Billancourt avec un certain maire dont tu pourras certainement citer le nom. Je pense qu'il le mérite. Enfin, on verra. Oui. Je passe au-dessus de tout ça parce que oui. C'est des gens qui malheureusement répondent à des ordres et il y a des ordres qui sont extrêmement destructeurs. Donc cette destruction, ça leur appartient et moi je suis dans une construction, je ne suis pas dans une déconstruction. Donc, ok, alors on va l'oublier. Se détruire eux-mêmes et puis et moi j'avance. On va l'oublier, je suis d'accord. L'anecdote du jour, elle est la suivante. J'ai reçu tout à l'heure un appel téléphonique d'un jeune garçon, enfin d'un jeune homme de 23 ans qui demeure à mon domicile depuis 3 ans maintenant, qui s'appelle Jonathan Delay. Jonathan Delay, c'est un des rescapés d'Outreau. C'est un des rescapés d'Outreau. Bon, il est arrivé chez moi par différentes voies. Il fallait bien qu'il arrive quelque part à un moment, histoire de se remettre un tout petit peu de son histoire et de ses lourdes mésaventures. Jonathan Delay a annoncé publiquement, c'était peut-être une erreur de sa part, je ne sais pas, il a annoncé publiquement il y a quelque temps qu'il avait l'intention de publier un livre. Effectivement, son livre est écrit maintenant, il n'est pas encore publié, mais ça ne saurait tarder. Depuis un mois, nous recevons très régulièrement à mon domicile des coups de sonnette intempestifs, parfois à 2 h du matin, d'autres fois à 10 h du matin ou aujourd'hui à 5 h ou 5 h 30. Et puis nous recevons des papiers dans la boîte à lettres ou glissés sous la porte du jardin. Et le dernier papier d'aujourd'hui, le tout premier, ça remonte à 3 semaines, un mois, c'était « On vous surveille », signé avec 3 petits points en triangle, c'est assez amusant. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ou je vais faire semblant de ne pas le savoir. Le deuxième papier, c'était Jonathan Delay, vous êtes un homme mort. Et puis alors aujourd'hui, le papier qui est arrivé, c'était Jonathan Delay, votre mort ou votre suicide sont proches ou est proche. Je n'ai pas encore vu le papier, je vais recevoir la photo dans pas longtemps. Et en dessous, 300 000 €.
300 000 euros, c'est le montant supérieur du contrat, enfin supérieur à la précédente information que nous avions. C'est passé de 200 000 à 300 000 euros. Jonathan a été interpellé dans le cadre d'une opération de police que l'on peut appeler une black operation, comme diraient les Américains, une opération noire, une opération on-off. Il y a 3 semaines de cela environ, du côté de Valence. Jonathan a été interpellé à 6 h du matin. Il a été gardé en interpellation pendant 6 heures, en dehors de toute procédure, en dehors de toute garde à vue. Il n'était pas du tout en garde à vue. On l'a juste un petit peu chauffé pour lui annoncer à la fin de l'interpellation en question, de la séquence, qu'il avait un contrat sur sa tête à hauteur de 200 000 euros pour l'empêcher d'écrire son livre. La conclusion, enfin une des conclusions de la gendarmerie de Gif-sur-Yvette, avec qui nous sommes en interaction étroite depuis ces quelques semaines, puisque nous avons évidemment déposé une plainte, une des conclusions de la gendarmerie de Gif, qui connaît très très bien le dossier de Thierry Cabil et quelques autres dossiers sur lesquels je travaille en ce moment, a été de me dire ce que nous pensons, c'est que vous êtes tous les deux sous pression, et Jonathan Delay et vous, tout simplement parce que vous êtes en train de déranger beaucoup de monde, et notamment à cause de l'affaire de Thierry Cabil. Alors qu'est-ce que tout cela veut dire? Ça veut dire que d'un côté, on a des chefs de cabinet, directeurs de cabinet, je ne vais pas citer leur nom, on va leur accorder cette grâce-là. Ce sont de pauvres airs, comme on disait autrefois. Ce sont des pauvres bons élèves qui se retrouvent dans des postures de pouvoir pour lesquelles ils n'ont pas le tiers ni le quart des compétences humaines, psychologiques et intellectuelles nécessaires et utiles pour assumer leur métier. Je ne les citerai donc pas, ça serait faire injure à leur famille. Nous avons des chefs de cabinet de ministres de la Justice, des directeurs de cabinet de ministres de la Justice, un chef de cabinet d'une fonction qui doit être celle de président de la République, enfin agent de maîtrise de la région de France. Nous avons un directeur de cabinet du même agent de maîtrise de la région de France, qui connaissent parfaitement ces dossiers. Nous avons eu des courriers, des échanges de courriers, quantité d'appels téléphoniques. Nous avons donc des personnages publics théoriquement haut niveau, même si ce sont des sous-fifres d'agents de maîtrise d'une petite région européenne sous contrôle extérieur, de puissance étrangère. Nous avons des sous-fifres qui sont censés remplir des fonctions étatiques de haut niveau, qui connaissent parfaitement ce dossier. Et je ne vais pas dévoiler certaines choses parce que ça pourrait mettre en danger certaines personnes, mais nous avons un de ces personnages qui a déclaré à quelqu'un que nous connaissons je ne veux pas payer pour d'autres. Moyennant quoi, je me tais. Je me tais. Parce que c'est ça qui est c'est étonnant dans cette affaire, c'est la complicité de toutes les institutions. Parce que la justice. Ah non, pas de toutes les institutions, parce qu'il y a dans le système des gens honnêtes. Des gens honnêtes, oui, bien sûr. Ça, c'est clair. Ouais. Il y a des gens parfaitement honnêtes. J'imagine que celle qui vous reçoit à la mairie, elle est peut-être pas forcément au courant de tout. Non. Elle est là pour la défendre. Elle était gênée d'ailleurs. Voilà. En fait, on est. Tu sais. Elle était gênée, et puis c'est vrai que. Alors, c'est pour ça que je me dis, bon, cette affaire, c'était la meilleure façon. C'est comme un piège à mouche. Vraiment, pour moi, c'est une façon de déshabiller le système et de montrer vraiment tout la complicité qu'il peut y avoir à haut niveau pour couvrir vraiment ce réseau de trafic d'organes. Parce que finalement, ils se sont mis à nu de eux-mêmes. Quand on voit par exemple, un juge qui accepte 3 actes de décès, tout le monde peut comprendre que c'est pas possible. Il peut pas aller jusque-là. D'ailleurs. Ça n'empêche pas d'y aller. Et tu as deux juges, enfin deux. Il y en a qui n'ont pas osé, c'est-à-dire que l'agent judiciaire d'État, qui était bien conscient de ça, lui, ce qu'il a fait, il a ignoré la question. Il a fait comme si les 3 actes n'existaient pas dans ses courriers. Son avocat a fait la même chose. Et donc, du coup, il y en a un qui s'est mouillé, qui s'est jeté dedans. C'est le juge. Le juge, lui, était obligé de répondre, puis il a répondu. Il a dit, bah oui, 3 actes, il n'y a pas de Thierry, tu as 2 cours qui ont fait la même chose. Bah oui. Le civil et le pénal. Bah oui, ils ont fait les mêmes procédures. Mais les juges ont quand même, enfin il y en a un qui a quand même osé
allait dire que oui, c'était normal, 3 actes, c'était normal. En gros, il est en train de dire que Je me balade avec les 3 passeports différents, 3 identités, voilà, il n'y a pas de souci, quoi. trois Et cartes que d'identité, si demain, parce que sa réponse a été effectivement il y a plusieurs actes, effectivement il y a plusieurs numéros, effectivement il y a un numéro commun à 2 personnes, mais c'est quand même bien le nom de votre maman qui est dessus. Ça revient à dire, si je prends un billet de 500 €, je le photocopie recto verso. c'est le même billet. Voilà, donc les informations elles sont bonnes. Si on Je me peux dit, te donner ce billet photocopié à la place, ça m'arrangerait. on me dit, ah oui, mais tu sais, le papier il est faux, c'est pas un bon. Mais je dis, oui, mais c'est les bonnes informations. Oui, mais t'as C'est le les même bonnes numéro, informations. c'est la même Il y signature. a bien 500 remarqués dessus, donc il est où ton problème? Donc finalement, voilà la réponse du juge. Et c'est pour ça que finalement, quelque part, moi je voudrais, ainsi que notre avocat, puisqu'on n'a pas été éduqués vraiment à rentrer dans un réseau mafieux, ou leur faire concurrence en tout cas, donc qui nous valide ce jugement. Et donc c'est pour ça qu'on a fait donc appel, sauf qu'aujourd'hui ça fait 20 mois, pratiquement. Plus de 20 mois, et pratiquement 2 qu'il y a ans. un silence mais radical. Parce que personne ne veut confirmer. Personne. Évidemment. Alors, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Bien sûr qu'il y a des gens honnêtes dans le système. Nous avons fait entre novembre 2016, l'année dernière, et juin 2017, cette année, nous avons fait un total, je crois, de 18 manifestations, petits rassemblements, place Vendôme, devant le ministère de la Justice, en demandant de manière récurrente un rendez-vous, que nous n'avons jamais eu, évidemment. Totalement. Mais par contre, un certain nombre d'agents, fonctionnaires de l'État, du ministère, bien élevés, propres sur eux, parlant un français relativement distingué, des cadres, plutôt des cadres, sont venus nous voir. Certains nous ont dit « Ah non, je ne prends pas ce papier parce que vous comprenez, je risque ma place. » D'autres ont pris le risque de venir parler avec nous pour nous dire que oui, ils étaient bien au courant et ils comprenaient bien notre démarche. D'ailleurs, la ministre elle-même, Madame Belloubet, nous a écrit récemment qu'elle comprenait et respectait tout à fait le sens de notre démarche. Alors que nous écrivons des choses extrêmement violentes concernant un certain nombre de magistrats et de procureurs. Il suffit d'aller voir sur notre site politiquedevie.com où il y a l'essentiel des pièces du dossier. Nous avons écrit des choses extrêmement violentes, mais cela n'empêche pas la ministre de comprendre et de respecter le sens de notre démarche concernant le dossier d'Eliane Kabyle. Certaines personnes sont venues nous voir, parler avec nous, disant oui, on sait, vous avez certainement raison. Oh, peut-être qu'il faudrait que vous présentiez vos papiers un petit peu différemment, mais quand même c'est bien, oui. Oh, monsieur un tel à qui vous avez écrit, oh, c'est quelqu'un de très bien, oui. Je vais lui en reparler de votre dossier d'ailleurs. C'est drôle tout ça. C'est drôle parce que, c'est drôle et c'est pitoyable en même temps. C'est-à-dire qu'on a des gens sincères, intègres, honnêtes, mais enfermés dans un système. On est dans le problème, ce que j'appelle le problème philosophique du comptable d'Auschwitz. C'est un problème pas facile à résoudre. Elle est où et jusqu'où va la responsabilité du comptable qui enregistre des petits bâtons de statistiques pour compter les morts? Il est responsable des massacres ou il est juste comptable? C'est pas un problème facile à résoudre sur un plan éthique, ça, sur un plan philosophique. Et d'ailleurs, ça a posé quantité de problèmes. Il y a eu un comptable d'Auschwitz qui a été mis en cause en Allemagne. Je ne sais pas comment ça s'est terminé. Il avait 90 ans, quelque chose comme ça. Ils l'ont laissé tranquille. Ils l'ont laissé tranquille, oui. C'est un peu vieux aussi. Oui, je veux dire, bon, et effectivement, on est confronté à ce problème-là. C'est-à-dire que dans l'administration française, nous sommes confrontés à la loi de l'omerta et à la loi de l'irresponsabilité. Lorsque l'on démarre en bas du système, le sous-fifre de base, qui peut être une secrétaire parfaitement respectable par ailleurs, mais qui, dans le système hiérarchique, n'est vraiment que la toute dernière roue accessoire du carrosse, a forcément un chef. Le chef est un petit peu plus responsable que la secrétaire de base, ou le guichetier, ou le greffier, ou le conseiller d'un magistrat, le conseiller juge d'une cour. Il y a un chef qui est un peu plus responsable, mais il a aussi un autre chef au-dessus. Puis on monte comme ça plusieurs étages, et on arrive à la fin au président, enfin celui qui officiellement s'appelle président de la République, si tant est qu'il existe encore une République dans ce pays. C'est un peu un autre débat, mais quand même. On remonte au président de la République, et le président de la République lui dit quoi? Voyez mes services. Et donc on repart dans l'autre sens.
Et on revient tout en bas. Et puis on peut remonter. Et puis ça va durer combien d'années? 20 ans. Personne n'est responsable de rien jamais. C'est pas 20 ans, Ça fait 16 ans. ça fait 16 ans, ça fera j'exagère, bientôt- pardon. Non, ça fera en 2001, donc on va 16 ans. en 2018, donc ça fera bientôt, en tout cas ça fera bientôt 17 ans. C'est bientôt 17 ans. Bientôt 17 ans. Et donc à la fin, pardonne-moi Thierry, je pousse mes raisonnements au bout, on est face à un gag. C'est-à-dire on est face à un gag et à une pathologie collective. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une institution judiciaire qui est profondément malade. Elle fonctionne en système fermé, en système clos. Pourquoi je dis un système fermé, un système clos? C'est parce qu'elle n'a aucun système de contrôle externe. EDF a des centrales nucléaires, ils fonctionnent entre eux, EDF, ils gèrent leurs centrales, mais ils ont un système de contrôle externe, je ne sais plus son nom, enfin, un système de sécurité qui est capable de dire cette centrale-là, elle marche mal, il faut la fermer. On n'a aucun système en France qui permet de dire ce tribunal-là, il faut le fermer. Tout simplement parce que les gens qui seraient susceptibles de dire cela sont eux-mêmes membres du même système. On n'a aucun contrôle externe, aucun contrôle démocratique, jamais, nulle part. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un système de solidarité tribale au sein de l'institution judiciaire, qui va au-delà de l'institution judiciaire, qui englobe, d'une façon globale, qui englobe l'ensemble de la fonction publique. Dès qu'un fonctionnaire fait une connerie quelque part, quelle qu'elle soit, involontaire ou volontaire, de manière à peu près automatique, il va être protégé par le système au nom de la loi du service mutuel rendu. Je te rends un service aujourd'hui, tu m'en rendras un autre demain. Et donc, tu as fait une connerie, allez, on va l'oublier. Et puis, la prochaine fois où c'est moi qui ferai une connerie, c'est toi qui oublieras. Et c'est comme ça que ça marche. Et à la fin, ça donne l'affaire de Thierry Cabil. C'est-à-dire que ça donne un crime, ça donne un réseau. On a les noms de quantité de gens. Et puis d'ailleurs, on ne va pas trop tarder à les citer, à comparaître en citation directe devant une cour d'assises avec un tribunal, un jury populaire. Ça leur pend au nez et ça va leur tomber dessus dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. On a juste quelques petites dizaines d'heures de travail. C'est comme, enfin, on dit tu me rends service, je te rends service, mais c'est quand même une organisation qui est extrêmement rodée. Et puis ils ont toujours vraiment une grande longueur d'avance sur la réflexion que nous, citoyens, pouvons avoir. Parce que derrière ça, c'est vrai que donc, cette affaire pour un trafic d'organes, donc elle démontre aussi un réseau extrêmement soudé, qui s'organise extrêmement, qui est une forme de forteresse. Mais quand on voit la loi Touraine, par exemple, on pourrait penser qu'elle n'a pas de lien avec cette affaire, mais elle a un lien avec cette affaire. Parce que si cette loi avait existé au moment des faits que nous avons vécus, on n'aurait pas pu se défendre. Donc finalement, il faut réfléchir par rapport à ce cas, qui est le nôtre, comment, si demain ça se reproduit, donc ça montre bien qu'ils n'ont pas l'intention d'arrêter, donc si ça se reproduit, comment faire pour ne pas être gêné par une famille comme la famille Cabil? Eh bien, on met la loi Touraine. Et que dit la loi Touraine? Elle dit qu'aujourd'hui, les organes des Français appartiennent à l'État. Et il y avait un article qui disait désormais les Français n'auront plus leur mot à dire concernant leurs organes puisqu'ils appartiennent à l'État. Donc, si tu peux toujours enregistrer sur Internet que tu t'opposes au prélèvement de tes organes. Sauf que dans le cas où tu meurs demain matin dans un accident de voiture, personne ne va aller vérifier sur Internet que tu t'es opposé. Ce que tu dis est vrai, mais dans les faits, il faut analyser les faits parce que tu sais, quand une personne, elle voit un membre de sa famille sur le point de mourir, elle ne pense pas qu'on va lui prendre ses organes. Parce que prendre ses organes, ça veut dire qu'elle va mourir. Au contraire, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, on veut qu'elle vive. Donc cette partie-là n'existe pas dans le cerveau de la personne. Donc, même s'il avait signé comme quoi il s'oppose au don d'organes, ben, franchement, au moment où ils vont se servir, du moment qu'ils n'ont pas vu et que personne ne vient s'opposer là-dedans, il y a une clause là-dedans qui donne raison aux médecins. Et puis je rappelle qu'on prend des organes uniquement sur une personne qui est encore vivante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médecins, et c'est là le problème, c'est qu'aujourd'hui il y a un véritable danger,
c'est que nous savons que au sein des hôpitaux, il y a un réseau mafieux. Et donc, ce réseau mafieux, et puis à côté, il faut dire aussi qu'il y a des gens honnêtes, il y a des médecins qui ne sont pas du tout dans cette énergie-là. Et parce qu'ils ne sont pas dans cette énergie-là, moi, ce qui est important de dire, c'est que là, aujourd'hui, il y a un danger. Et le danger, c'est cette loi. C'est-à-dire, cette loi, elle est en train d'encourager ce réseau mafieux. Pour rappeler la loi de Touraine, donc elle part du principe qu'on est tous donneurs d'organes, c'est ça voilà. Absolument. Il faut s'y opposer en fait. Il faut faire une déclaration d'opposition. Voilà. Thierry, j'aimerais bien que tu parles du médecin qui pleurait dans ton histoire, parce que c'est une trop belle histoire, quoi. Oui, ce médecin, donc c'est le docteur Torchman. Alors, c'est avec son parcours, c'est quand même une personne qui avait quand même un cabinet avec d'autres médecins. Ça faisait 40 ans qu'ils étaient en place, plus de 40 ans. Et au lendemain des faits de dossier de ma maman, donc non seulement il a fermé tout le cabinet, il a changé d'activité puisqu'il s'est reconverti à l'âge de 65 ans à faire de l'hypnose thérapeutique, donc ça n'a plus rien à voir. Donc je ne vois pas comment on peut quitter un portefeuille client aussi gros que le sien pour aller vers une aventure nouvelle. Donc ça montre bien qu'il y avait quelque chose de très gênant, et puis finalement ça lui a permis surtout de clôturer tous les dossiers, d'effacer les dossiers. Et ce médecin, quand on allait le voir dans le cadre de l'émission, sans aucun doute, il s'est mis à pleurer en disant que ce qui est arrivé était extrêmement grave, que le docteur qu'on demandait, qui s'appelle Deslou, celle qui s'était opposée, parce qu'on a demandé donc un transfert du corps de maman vers l'hôpital Saint-Louis, puisqu'il nous annonçait une maladie qui était de l'ordre de tout ce qui touche le système immunitaire. Oui, immunitaire, mais c'était qu'on appelle ça hématologique. Oui. Donc c'était donc tout ce qui touche l'hématologie. Et donc il y avait un spécialiste qui s'appelle donc le docteur Rafou de l'hôpital Saint-Louis, et on l'avait sollicité pour qu'il reçoive le corps. Et ce docteur Deliou s'était opposé à ça. Et donc, parce qu'elle s'opposait à ça, donc lui il disait que ce qu'elle avait vu et vécu était extrêmement grave et qu'on ne la reverra pas à l'hôpital de Gonesse. Et que pour lui, elle avait fait une dépression à l'issue de ça, parce qu'elle avait vécu et vu des choses bien trop graves. Ça, c'était vraiment, je trouve que c'est quand même des éléments troublants de la part du médecin, qui lui-même disait que depuis, parce que lui-même aussi disait que depuis les faits, lui-même est malade. Et parce que je voulais lui montrer les photos du contenu du cercueil, et il disait qu'il ne peut pas voir ça, qu'il est malade. Et je lui dis, mais regardez, il dit M. Cabi, vous ne comprenez pas, je suis malade depuis ça, je ne peux pas voir des photos pareilles. Donc, un médecin qui dit ça. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce docteur, qui était le médecin traitant de ta mère, sait ce qui s'est passé. Bien sûr qu'il sait. Il sait, et évidemment, il est mal avec ça, et il est même très mal. Ceci pour associer avec un autre petit événement qui nous est arrivé durant l'année 2017. Un médecin est venu nous voir, place Vendôme, un soir, où nous faisions notre manifestation avec musique et haut-parleurs, et un médecin s'est approché de nous et est venu parler avec nous. Et nous lui avons parlé de ce dossier de l'hôpital de Gonesse, et sa réponse spontanée a été de nous dire « Ah oui, l'hôpital de Gonesse, je sais, nous savons, c'est connu dans le monde médical. » L'hôpital de Gonesse, c'est connu dans le monde médical qu'il se passe des choses pas tout à fait claires à l'hôpital de Gonesse autour des transplantations et trafics d'organes. Mais ils ont fait des choses incroyables, parce que depuis il faut dire qu'à l'époque des faits, à Gonesse, parce qu'il y avait un parcours, au début, donc il y avait ce qu'on appelle le CLIN. Alors le CLIN, c'est un service qui est là pour contrer toutes les maladies nosocomiales qu'il y a dans les hôpitaux. Et à l'époque, cet hôpital n'était pas rattaché au CLIN. Pour preuve, c'est qu'il y avait plusieurs patients dans la même chambre, avec des toilettes qui étaient dans le couloir, partagées donc avec les visiteurs, et notre maman qui avait soi-disant ce problème hématologique, donc ça ne pouvait pas lui permettre de guérir, en tout cas au sein de cet hôpital. Et conscient vraiment du danger que tous les patients encouraient à séjourner dans cet hôpital, ils ont donc détruit l'hôpital, ils ont reconstruit un autre hôpital. Et là aujourd'hui, j'imagine que cet autre hôpital est rattaché au CLIN. Parce que depuis toutes ces années, c'était un des seuls hôpitaux et des rares hôpitaux qui n'étaient pas rattachés au service du CLIN. C'est comme si j'avais une voiture et que je roulais sans assurance depuis tout le début. J'ai pas d'assurance, jamais d'assurance. Et sans contrôle technique. Sans contrôle technique, sans rien.
Et donc, c'est-à-dire que j'étais en infraction depuis le début. Et c'est bien un hôpital public, Oui. Non, mais c'est très grave. Et quand ils ont vu qu'on a souligné, en tout cas, cette infraction, qui était le service du clin, je pense que la déconstruction de l'hôpital pour en construire un autre, ça en fait partie. Il a été déconstruit quand, cet hôpital? Récemment. Parce que très récemment, on va dire qu'il a été reconstruit très récemment, déconstruit il n'y a pas longtemps. On va dire depuis 2015 peut-être qu'il est en place le nouvel hôpital. Et naturellement, le directeur qui était donc vraiment, qui couvrait toutes ces magouilles, est parti, donc il n'est plus là, et ils ont mis une nouvelle directrice à la place. Il coule des jours heureux de retraités à Djerba, en Tunisie. Ça, c'est une des dernières informations que notre réseau d'informateurs nous a transmises il y a peu de temps. Oui, je sais. C'est un petit détail. On ne va pas citer son nom, ça ne sert à rien. Mais si jamais il entend cette information, il faut qu'il sache que nous savons exactement où il se trouve. Et en plus, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y avait donc, ça aussi c'est une première, il faut le dire, il avait lancé, parce que c'est vrai que l'hôpital en question ne fonctionnait plus, les gens avaient peur d'y aller, et puis les gens étaient très méfiants, et ils avaient très regardants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils avaient vraiment un regard, ils n'étaient pas fermés, ils n'étaient pas endormis en allant là. Et du coup, ils ont souligné tellement d'anomalies que les gens y allaient de moins en moins. Donc il fallait redorer le blason de cet hôpital. Et il se trouve que lui, pour vraiment fâché de cette situation, il avait porté plainte contre ma tante pour diffamation. Parce que donc elle avait utilisé un article disant que l'hôpital était criminel. Et comme par hasard, à la veille de cette audience, avec Christian, nous sommes allés donc au tribunal de Pontoise avec les 3 actes de décès. Et quand ils ont su qu'on avait ces 3 actes de décès, l'audience n'a jamais eu lieu. La plainte a été plus ou moins enlevée. On n'a jamais plus entendu parler de ce directeur. Donc on peut comprendre pourquoi il est parti. Ça s'appelle un aveu. Et des aveux comme ça, finalement, dans l'histoire de Thierry. Ils ont pu savoir que vous allez venir avec ces 3 actes. Oui, on leur a fait savoir. Alors, on l'a fait savoir à travers l'avocat qui représentait ma tante. Et donc cet avocat a fait savoir à ce directeur que nous avions les 3 actes. Et puis je rappelle également qu'il avait, ce même directeur avait envoyé un courrier au juge, au juge qui avait donc jugé ma tante. Il était écrit, parce que je l'ai lu, il faut le document, puisque l'avocat qui représentait les intérêts de ma tante m'a permis de lire ce document, et il disait que il demandait au juge d'utiliser tous les moyens qui étaient dans sa possession pour faire taire ma tante à jamais. Alors là, prenez-le comme vous voulez, mais voilà ce qui a été dit. Donc je pense qu'il était extrêmement nécessaire et important que nous allions autour de ma tante avec les 3 actes de décès. Parce que sans ces 3 actes de décès, je ne sais pas ce que le juge aurait fait. Et quels auraient été les moyens qu'il aurait mis en place pour la faire taire à tout jamais. Ouais, non, il respire, Patrick, respire. Non, mais c'est vrai que cette affaire, c'est vraiment ces connexions entre l'hôpital, après donc la mairie, les actes, les médecins, la police, parce qu'il y a une affaire aussi avec la police, des soucis à un moment donné que votre voiture, vous étiez à la Fourrière, enfin bon, anecdote aussi. C'est une anecdote, mais c'est une anecdote où j'ai failli perdre ma vie quand même. Hein. Oui, voilà, c'est un peu ça, c'est pour ça que... J'ai failli perdre ma vie, c'est une voiture, ça commence par un arbre qui tombe sur ma voiture alors qu'il faisait beau, il a fallu que les pompiers arrivent, découpent l'arbre, et puis emmènent la voiture en réparation. À l'issue de ça, donc on m'a passé une voiture de remplacement, on me demande 8 000 € pour la voiture de remplacement, que je n'avais pas, et que je ne pouvais pas donner cet argent-là. On me dit de prendre un avocat et de payer ces 8 000 €, et qu'avec l'avocat, je me ferais rembourser les 8 000 €. Moi, je dis, je ne peux pas faire ça. Finalement, je vais à l'assurance pour m'arranger avec eux, voir comment on peut sortir de ce problème. Et quand je ressors de l'assurance, ma voiture n'est plus là. Et il se trouve que c'était à Versailles. Et quand je ressors, il y a le commissariat en face, j'y vais. Et le commissariat me dit que ma voiture est à tel endroit, tel endroit. J'y vais, c'est à la Fourrière. Mais il ne me demande pas la marque de la voiture, le modèle, l'immatriculation, les papiers. Il m'envoie à un tel endroit et j'y suis allé comme un imbécile. Et là, il y avait 3 policiers qui m'attendaient et qui m'ont dit qu'ils allaient régler mon compte. Finalement, la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir contacter l'avocat de l'époque, qui était donc en lien avec Gilbert Collard. Et finalement, la chance que j'ai eue, c'est qu'il était pas loin, il était tout près, cet avocat.
il était tout près de cette fourrière, il était à 5 minutes, mais malgré ça, les policiers, qui avaient vraiment une mission, ils se sont jetés sur moi, ils m'ont mis les menottes, j'ai encore les marques d'ailleurs, j'ai encore les marques des menottes, parce qu'ils ont pris leurs genoux, ils m'ont enfoncé les menottes avec leurs genoux, ma main avait gonflé, et à ce moment-là, je vois cette chantant des pas, et je vois que c'était l'avocat qui arrivait. Ils se sont levés en disant, en prétextant que j'étais violent, qu'il a fallu me maîtriser, c'est pour ça que j'étais au sol. Finalement, après, ils ont été insultants avec l'avocat, ils ont dit tous les mots invraisemblables, et ce qui m'a surpris, c'est que l'avocat ne s'est jamais retourné contre eux, il n'a jamais porté plainte contre eux. Et mieux encore, et après, ça c'est la fin, c'était la cerise sur le gâteau, quand il a défendu ce dossier, tous les avocats avaient des gros dossiers dans les mains, donc je dis bien, c'était le représentant de Gilbert Collard. Il est venu avec même pas une feuille de papier dans les mains pour défendre le dossier, les mains dans les poches, avec plus d'1 litre de bière dans le ventre, puisque le midi on l'a vu manger, il a mangé avec nous, donc il s'est enfilé une chope de bière de plus d'1 litre. Il a défendu le dossier à peine 5 minutes devant la barre, et il se retourne vers nous en demandant est-ce qu'il manque quelque chose à sa plaidoirie, à sa défense. On a regardé comme ça, on était tellement choqués de ce qui se passait. Et c'est comme ça qu'on a eu les 15 000 € d'amende, parce qu'il n'a absolument pas défendu cette partie-là. C'est un sabotage, quoi, un peu un gros sabotage. Bien sûr. Puis, bah oui, parce que les avocats sont régulièrement mis sous pression en quantité de gens le savent. Maître Collard, c'est vous qui l'aviez contacté? Alors c'est nous qui l'avions contacté, mais comment ça s'est terminé avec Maître Collard? C'est que moi je me suis retrouvé donc, au procès de l'Arche de Zoé. À Créteil. Oui. Et lui défendait. Les enfants détournés. Voilà, les 107 enfants. Oui, c'est pour ça que c'est en lien avec tous ces dossiers de toute façon. Oui, parce que c'est toujours des gros dysfonctionnements comme ça. Ouais. Et puis en plus, j'avais une question qui était. Parce qu'il y avait un journaliste qui était là, il y a une question que j'avais posée qui avait dérangé énormément. Puisque, je rappelle les faits, c'est que ce médecin, qui était donc un médecin d'un hôpital connu à Paris, on avait retrouvé quand même 452 enfants dans les sous-sols de son hôpital il y a quelques temps. Et c'est lui qui a donc organisé tout la logistique pour sa fille et puis le personnage pour l'Arche de Zoé. Et donc, quand j'ai vu ces personnages là-bas, quand j'ai vu cet avocat et le comportement qu'il a eu avec moi, parce que quand je me suis pointé donc là-bas, je le vois, moi content de voir mon avocat, je vais le voir et je lui dis bonjour maître Collard. Il m'a envoyé sur les roses, il m'a insulté comme jamais. Et c'est après que j'ai compris parce que j'étais une opposition à lui. Il fallait surtout pas qu'on voie que c'était mon avocat, parce qu'il était dans un dossier qui s'opposait complètement aux intérêts qu'il défendait. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'il a quitté le dossier peu de temps après. Et donc, on a dû reprendre un autre avocat, mais je ne regrette pas cet échange. Parce qu'aujourd'hui, je dis, j'ai vraiment un avocat que j'admire énormément, qui s'appelle Maître Dominique Ouinkou, et qui n'a jamais eu peur de toutes les menaces, de toutes les sanctions qu'il a pu recevoir. Il est toujours debout dans ce dossier, toujours présent dans ce dossier. Et donc, j'admire en tout cas sa ténacité, sa persévérance. Chose qu'il n'avait pas. Il n'appartient pas en tout cas, il n'a pas de personne ou fait de pression, même si les pressions elles sont là, même si les pressions sont là, ça ne l'effraie pas, vraiment. Donc, il n'est pas effrayé par ces pressions. Et c'est pour ça que je suis content, en tout cas, d'avoir cet avocat, et qui est, en tout cas, beaucoup plus respectueux que Maître Gilbert Collard. Et la question, c'était, que j'avais posée à l'époque à tous les journalistes, suite à tout ce qu'on savait, c'est quelle était la couleur des 452 enfants qui étaient dans les sous-sols? Est-ce que c'était la raison pour laquelle on avait empêché les journalistes de prendre les photos de ce drame qui se trouvait dans cet hôpital? Ils disaient quoi, les enfants sont en sous-sol? Mais c'était 452 enfants qui étaient morts, conservés. C'était des fœtus. Il y avait des fœtus, il y avait des enfants, il y avait plein de choses comme ça mais, je me dis, c'est pas tant la mort qui est effrayante, puisqu'on a vu avec tout ce qui se passait en Afrique, quand il y a eu avec le Rwanda, on a vu tous ces enfants décapités, découpés, ces morts, c'est les gens qui appelaient donc la télé en disant arrêtez de nous montrer des images comme ça, on est à table, il y a les enfants, ils disent oui mais c'est l'actualité, il faut que les gens soient informés. Voilà la réponse des journalistes de l'époque. Donc, je vois pas ce qui est plus choquant que d'aller montrer les photos des enfants dans le sous-sol, sauf le fait que c'était 452 enfants qui étaient noirs, tous noirs. Là, ça aurait été choquant. Et moi, je pense aujourd'hui, avec en tout cas la logistique qu'il avait mis en place pour aller permettre à ces personnes d'enlever les 107 enfants, qui avaient un lien avec tout ça. D'autant plus que, vous voyez bien, même moi en tant que noir aujourd'hui dans ce dossier, je ne suis pas plus défendu, plus favorisé,
parce que il n'y a pas de faveur pour nous ici en France de toute façon. Voilà, donc moi je le dis haut et fort là-dessus en tout cas. Notre avocat Dominique Kounkou, dont Thierry parle, a lui-même effectivement été soumis à de très fortes pressions, des menaces de mort, des tags sur son bureau, la visite de son cabinet avec des vols de dossiers et, si mes souvenirs sont bons, d'un ordinateur. Il a été mis sous pression par ce qui s'appelle le Conseil de l'ordre des avocats. Oui, Enfin, c'est leur technique habituelle. Cette espèce de... Mon avocat va être pareil, si c'est de quoi... Voilà, c'est toujours les mêmes problèmes. Cette organisation... Alors, dès qu'on est sur un dossier chaud, les avocats, c'est comme ça, on a l'impression c'est le Conseil de l'ordre. Voilà. On veut le radier, on commence... Voilà, il a été suspendu pendant un total de 18 mois, ce qui nous a empêché, et Thierry et moi, sur d'autres dossiers, et notre ami Christian Bazano sur un autre dossier encore, Jacqueline Dubuis sur le dossier que je travaille conjointement avec elle, qui a à voir avec l'affaire de l'Ordre du Temple solaire. Nous avons été empêchés de poursuivre certaines de nos procédures pendant plusieurs mois, tout simplement parce que Maître Kounkou n'avait pas le droit formel d'exercer. La situation commence à s'arranger un petit peu là maintenant depuis quelques mois, on va dire. Dans le même ordre d'idées, nous avons travaillé, enfin Thierry a travaillé de très près avec le premier expert et peut-être le seul expert français en droit funéraire. Pour le protéger, je ne citerai pas son nom. C'est l'expert qui a été consulté par l'État français pour savoir où il convenait d'enterrer les terroristes de l'affaire de Charlie Hebdo et du supermarché de Vincennes. Et lorsqu'il s'est agi d'enterrer les terroristes en question, il y avait un débat à propos de quelle mairie, quel cimetière, quel est le droit qui s'applique, etc. Et il y a un expert en droit funéraire en France qui connaît vraiment son métier, c'est cet homme. Il est intervenu dans le dossier Thierry Kabyle. Il a fait un rapport, 2 rapports successifs absolument remarquables, mettant en évidence l'ensemble des incohérences du dossier. Nous étions devant la 11e chambre correctionnelle en juin 2016, l'année dernière, pour poursuivre l'agent judiciaire de l'État au motif globalement de application de la loi de l'Omerta et complicité au moins passive avec une bande criminelle organisée. Et il y a des faux en écriture publique. Avec les faux en écriture publique, etc. Donc nous avons poursuivi l'agent judiciaire de l'État, qui bien entendu a été parfaitement protégé par le système jusqu'au bout, et nous avions convoqué plusieurs témoins. Nous avions un général en retraite de la gendarmerie française, particulièrement compétent en matière de renseignement, qui venait témoigner dans un des dossiers pour lequel nous poursuivions l'agent judiciaire de l'État, celui concernant l'ordre du Temple solaire. Cet homme venait témoigner de la moralité et de la santé psychologique de certaines personnes impliquées dans le dossier. Et nous avions un autre témoin encore voilà, qui venait aussi un petit peu dans le même sens. Et puis nous avions convoqué dans le dossier de Thierry Kabyle, c'était un procès qui regroupait plusieurs parties civiles et plusieurs dossiers comparables, où s'applique à chaque fois la même loi de l'Omerta, le mensonge de l'agent judiciaire de l'État, les mensonges des avocats de l'agent judiciaire de l'État, les bricolages de l'information, les dénis de réalité manifeste. Lorsque l'on a un bout de papier blanc sur la table, on va vous expliquer que le papier est à la poubelle et que d'ailleurs il n'existe même pas, et que d'ailleurs il n'y a même pas de table, et que c'est pas sûr que tu existes non plus. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent, ils ont le cerveau qui fonctionne radicalement à l'envers. Nous avions donc convoqué comme témoin cet expert judiciaire, qui était tout à fait d'accord pour venir témoigner, confirmer ses rapports, expliquer au juge pourquoi, comment il avait écrit, qu'il y avait quelques petits problèmes dans le dossier Thierry Kabyle. Eh bien, cet expert, au dernier moment, la veille ou le matin même du procès, nous a téléphoné en disant « Écoutez, je ne viendrai pas, j'ai reçu des coups de téléphone très précis et je suis consultant, je travaille de manière indépendante, il est salarié de personne, il travaille donc sur des dossiers et sur facture en tant que profession libérale. J'ai besoin de vivre, j'ai besoin d'exercer mon métier
et il m'a été confirmé par téléphone que si jamais je venais témoigner devant la 11e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris le 29 juin 2016, eh bien, il en serait terminé de mes contrats demandés par l'État, puisque c'est en général un service de l'État ou un autre, police et justice, qui font appel à ces services. Donc voilà comment ça se passe dans ce pays. Voilà comment ça se passe dans ce pays. Nous faisons une conférence de presse, Thierry Kabyle, Dominique Kounkou, maître Dominique Kounkou et moi-même, nous faisons une conférence de presse le 4 novembre où nous allons parler de ce dossier comme nous le faisons ici ce soir. Je ne me fais pas d'illusions sur la présence de grands médias français à ce dossier. Des médias étrangers, ça c'est pas impossible du tout. Il y aura beaucoup de monde, nous savons déjà qu'il y aura beaucoup de monde et que la salle sera pleine. Cette conférence aura lieu de 15h à 17h au Théâtre de la Main d'Or, chez Dieudonné. Pourquoi à cet endroit-là? Parce que c'est un lieu de résistance, tout simplement. Oui, il nous offre la salle du théâtre pour l'après-midi du 4 novembre, ce qui est déjà un beau coup de main. Voilà, c'est une information qui me paraît utile de faire passer dès maintenant. Nous serons là tous les trois. Le sujet de la conférence, bien sûr, sera centré sur Thierry Kabyle et l'affaire d'Eliane Kabyle. En même temps, je crois que je serai conduit à parler de la problématique globale des pathologies lourdes de l'institution judiciaire française. Oui, parce que en fait, c'est ça un peu, cette affaire révèle le tout. Nous, ici, on a reçu pas mal de gens qui ont eu aussi voilà, des problèmes de dysfonctionnement avec la justice, qui sont un peu du même ordre, avec des faux qui ont été produits, des choses invraisemblables qui se passent, qui doivent normalement ne pas se passer, voilà, et qui pourtant se réalisent, qui sont tout à fait incroyables. Donc ça participe vraiment de ce tout, d'un dysfonctionnement général de notre institution judiciaire. Oui, je veux expliquer ça. Pourquoi je me suis autant investi dans le dossier de Thierry avec lui, en dehors du fait que je l'aime bien. Le dossier de Thierry est un dossier emblématique, c'est-à-dire qu'en fait c'est une tête de bélier avec lequel nous comptons bien enfoncer un certain nombre de portes d'un château fort. L'institution judiciaire est totalement malade. Ça, tout le monde le sait, y compris au plus haut niveau de l'État. On sait que l'institution judiciaire est profondément malade. Personne ne sait comment modifier cela. Et effectivement, cela ne peut être modifié que de l'extérieur. Et derrière le dossier de Thierry Kabyle, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de dossiers poubelles, avec plus ou moins de sang, plus ou moins d'argent, plus ou moins d'ordures qui remontent à la surface. Il y a des dizaines de milliers de dossiers. Placement abusif d'enfants, gestion mafieuse des tutelles et donc des héritages derrière, détournement ou spoliation de biens de chefs d'entreprise dans les tribunaux de commerce, gestion radicalement calamiteuse des enfants soumis à des violences sexuelles diverses et variées, où l'on va gérer les dossiers à l'envers et enfermer en prison les victimes au profit des agresseurs. Ce genre de dossier m'a moi-même coûté un jour, en 2007, 3 semaines de prison, dans un dossier que nous avons heureusement renversé d'ailleurs, où à la fin l'enfant a bien été rendu à sa mère là où il devait aller. Voilà, l'affaire de Montpellier que tu connais également, puisque nous étions en prison en même temps, une personne que tu as reçue et moi, tu vois de qui je parle, absolument. Des dossiers qui sont plus du dysfonctionnement, ce sont des dossiers pathologiques, enfin on est dans la maladie mentale collective. C'est bien plus grave qu'un dysfonctionnement. C'est pas une secrétaire qui fait une erreur d'écriture, c'est pas un juge qui regarde mal un dossier de manière un peu rapide. Il y a des juges intelligents, honnêtes, sincères, intègres. J'en connais, j'en ai connu et j'en connais encore. Ceux-là se font en général massacrer par le système. Il y a des suicides.
Il y a des juges qui s'enfuient en courant, qui démissionnent, parce qu'ils comprennent à un moment, et qu'ils comprennent qu'ils sont coincés. C'est ces gens-là que j'ai envie d'aider aujourd'hui. Il y en a dans l'institution judiciaire, il y en a pas mal, mais ils se taisent. Ou lorsqu'ils parlent, c'est discrètement. Parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop dangereux, parce qu'il faut bien toucher son salaire à la fin du mois, parce qu'il y a les enfants à nourrir, il y a le loyer à payer, etc., etc. Et donc la grosse problématique à laquelle on est confronté aujourd'hui, il y a un député, Jean Lassalle, qui a fait un rapport il y a quelques années là-dessus. Il se trouve que nous sommes parfaitement en phase, lui et moi, sur les conclusions que nous tirons des observations comparables que nous avons pu faire, lui de son côté, moi du mien. Le rapport qu'il a fait, j'ai à peu près rien à en redire. Nous arrivons à la conclusion que nous ne nous sortirons de cette maladie mentale collective qu'en provoquant une rupture qui ne peut être que brutale. Et le dossier de Thierry Cabide, il est là pour ça. C'est un peu terrifiant, mais il est là pour ça. Pourquoi ce dossier? Parce que nous avons tous les morceaux du puzzle pour montrer la pathologie du système. Système clos, autoréférencé, sans aucun contrôle externe, et utilisé de manière récurrente depuis des décennies par des systèmes, des bandes diverses. Je ne suis pas dans une théorie qui consisterait à dire qu'il y a un grand Manitou qui manipule tout, absolument pas. Ce sont des bandes diverses, mobiles, fluctuantes, qui bougent d'un jour à l'autre. On en a peut-être encore plus en province qu'à Paris, parce qu'en province c'est plus facile, c'est local, tout le monde couche avec tout le monde, ou en tout cas dîne avec tout le monde, en tout cas parmi les notables, les avocats, les magistrats, les policiers, les gendarmes, les préfets, etc. On se rencontre régulièrement. C'est des mafias locales très puissantes, par exemple dans le sud, on sait, dans la oui. Par exemple. Voilà. Je me souviens, enfin, moi, du côté de Béziers. Même Sarkozy disait à ses amis là-bas, je ne peux rien faire pour eux. Voilà. Dégage de là. Voilà. Du côté de Béziers, on a un ami, Hubert Van Den Toren, qui se bat depuis des années, qui a, semble-t-il, assez bien progressé dans ses dossiers, qui a réussi à faire remonter quelques éléments de son dossier sur le Conseil supérieur de la magistrature, mais qui a été victime d'un incendie criminel, d'une tentative de meurtre, et il a tous les éléments pour montrer une pourriture collective majeure, avec des magistrats très bien ciblés, parfaitement identifiés, mais en même temps, il est confronté à peu près au même problème que nous, c'est-à-dire au silence du système. Il faut être très clair, nous ne sommes pas décidés à nous taire. Alors il va falloir nous assassiner, ou alors faire autre chose. Nous assassiner, ça ne va pas être facile, parce que comme m'a dit un jour un ami policier, il y a 15 ans, Pasqua t'aurait fait assassiner avec tout ce que tu fais, aujourd'hui il n'en a plus les moyens. Bon, Pasqua est mort, donc n'en parlons plus. Il y en a d'autres qui pourraient éventuellement imaginer qu'ils pourraient avoir les moyens de nous faire assassiner, Thierry, moi et quelques autres amis, Jonathan Delay au passage. Ça va être très difficile parce que c'est plus l'époque, parce que les temps changent et parce que le niveau de conscience de la population est en pleine évolution. Donc il va forcément falloir que certains individus au plus haut niveau de l'État, les agents de maîtrise et leurs adjoints dont je parlais tout à l'heure, finissent par écouter ce que nous avons à leur dire. Là, je ne suis pas très gentil avec eux parce qu'ils commencent à m'agacer là, ces derniers temps. Le jour où je rencontre ce genre de personnage, je suis très gentil, très aimable et très courtois, mais juste, il ne faut pas se foutre de ma gueule, quoi. En ce moment, j'ai par exemple, une première présidente de la Cour d'appel de Paris qui se fout juste de ma gueule. Elle se fout de ma gueule. Je lui écris elle me répond le 21 juin, je vais vous faire répondre. Je suis le 20 octobre bientôt, j'ai toujours pas de réponse alors que je lui ai rappelé qu'il y avait un petit problème et un petit souci et que j'avais une question à lui poser 3 fois de suite. Donc elle se fout de ma gueule. Donc elle va se prendre des baffes. Alors, on va faire, là, on est parti, on en parlait tout à l'heure. Oui, c'est tout figuré, je ne suis pas un violent. Je ne suis violent qu'avec le verbe. Je suis un garçon très très doux et très gentil, surtout avec les femmes. Avec les hommes, ça dépend des jours. Je suis très gentil et très doux, mais verbalement, je le suis moins.
nous allons faire une assignation de l'agent judiciaire de l'État. Ça tombe bien, c'est une femme aussi. Alors je serai très doux et très gentil avec elle, mais verbalement, je vais lui donner des baffes, ça c'est clair. Alors la pauvre, elle arrive dans son job. Elle est débordée, c'est une gamine, enfin, ou à peu près, c'est une petite jeune qui sort de l'école, qui a fait 1 ou 2 postes dans la fonction publique et puis qui se retrouve avec un costume trop large pour elle. Je ne vais pas la citer, on trouvera son nom sur Internet et puis elle va être connue bientôt puisque beaucoup de gens vont la connaître. On va faire une assignation sur son nom et je la ferai connaître évidemment publiquement. On fera une petite vidéo à l'occasion. L'assignation va impliquer la responsabilité personnelle de la première présidente de la Cour d'appel de Paris, peut-être bien aussi celle de la procureure, décidément. Oui, c'est 3 femmes là qu'on va cibler, c'est intéressant, c'est amusant, ça change. Et puis on va monter aussi une citation directe à la devant une cour d'assises de Paris. Là, ça va commencer à devenir chaud parce qu'on va citer l'officier de police judiciaire qui a signé les faux actes de décès. On va citer l'officier d'état civil de la mairie de Gonesse qui a signé les faux actes d'état civil. Voilà, tous ces gens-là, on va citer certains médecins de l'hôpital de Gonesse. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je n'avais pas réussi à le faire parce que et puis les juges, bien sûr, oui, on va s'amuser. On va valider tout ça. Ouais, on en a une quinzaine. Celui qui a validé les 3 actes. Voilà. Faut qu'il s'explique parce qu'en plus, c'est même contre son camp. Parce que j'imagine quand même que dans les lobbies, ceux qui le soutiennent, il y a quand même tous les industriels. Et là, autoriser du faux en écriture et même de faire des faux billets, ça ne va pas arranger leurs affaires quand même, c'est industriel. Donc là, oui, ça va pas arranger. Donc franchement, moi je dis aujourd'hui, en tout cas je souhaite qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne le 4 novembre à cette conférence, parce qu'on va donc expliquer donc, tout le dossier en détail, on va donc expliquer tous les enjeux qu'il y a, et également l'intérêt que chacun a à venir à cette conférence, c'est de comprendre que le malaise, il nous touche tous. Alors c'est vrai que cette affaire pourrait sembler donc étrangère dans la vie de différents foyers, mais il y a des injustices. Et les injustices que chacun prononce, elles se racontent différemment de cette histoire, mais elles se racontent dans le même sens. Et aujourd'hui, il y a une telle absence, parce que quand on dénonce vraiment, et ce dossier, c'est dans ce sens-là qu'il est emblématique, c'est qu'il montre de façon certaine ce qui se cache réellement derrière. Si je prends par exemple le petit Yacine, qu'on a retrouvé mort dans une cave avec le pantalon baissé et qu'on veut laisser croire qu'il est mort d'une overdose, et donc la famille se défend pour ça, se défend pour l'image, parce qu'elle est salie par l'image, elle est touchée dans sa douleur par la perte de leur enfant. Oui. Et aujourd'hui, s'ils regardent ce dossier qu'elle va faire Yann Kabil, c'est vraiment ça leur montre 17 ans plus tard, là où ils seront dans ce dossier, tant qu'il y aura des juges et vraiment des personnes corrompues dans le système judiciaire. Et c'est la raison pour laquelle, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut savoir tous se rassembler tous ensemble. C'est pour ça qu'on dit que ce dossier est un dossier bélier, parce qu'il faut se rassembler tous ensemble sur un dossier qui a déjà tous les éléments pour démontrer ce niveau de fraude, d'imposture. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont effectivement, ils ont la tenue des juges, ils ont les articles de loi des juges, mais dans leur application, ils sont uniquement là pour protéger les réseaux. Et ça s'arrête là. Ces gens-là ont simplement oublié une chose, ce sera peut-être mon mot de la fin, c'est que sous leur robe, comme tout être humain, le roi est nu. Et ils oublient juste cette vérité fondamentale-là, c'est que le roi reste toujours nu. On va prendre ça. Une petite conclusion aussi, Thierry. Oui. Parce que c'est quoi la... Alors, on va dire, il y a la conférence de presse. Et prochaine étape. Il y a une assignation et il y a une citation à la cour d'assises. Pour l'instant, elle est dans nos tuyaux, si je puis dire, depuis déjà plusieurs mois. Elle est pratiquement prête. Nous ne l'avions pas mise en œuvre pour une raison simple.
en dehors du fait que ça coûte de l'argent et qu'on a besoin de finances pour cela et que ce n'est pas toujours facile, évidemment. Régulièrement, je fais des appels à dons pour être soutenu parce que, voilà, on est obligé de le faire. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens de financer tout cela en permanence. Ça, c'est une raison. Et l'autre raison, c'est que pour faire une citation directe, il faut l'intégralité des états civils d'un certain nombre de personnes. Et ça, c'est une chose qui n'est pas facile à trouver. Les anges étant particulièrement bienveillants à notre égard dans ce dossier depuis des années, nous ont apporté récemment 2 personnes qui ont la capacité de nous fournir les états civils nécessaires et utiles. Donc voilà, je commence à les avoir les uns derrière les autres, et à partir du moment où j'ai les états civils, nous allons pouvoir, avec Dominique Coulcou, avec Thierry, avec d'autres amis concernés, nous allons pouvoir mettre en place cette citation directe directement aux assises pour crime. Et là, il va bien falloir qu'un certain nombre de gens s'expliquent. Dernière question. Vous envisagez pas un jour de tous vous réunir, tous les gens victimes justement de ces problèmes judiciaires, parce que vous êtes tellement nombreux que peut-être en unissant vos forces, vous parlerez plus fort, j'ose dire, et montrer... Alors, d'une certaine manière, c'est ce que nous faisons déjà. En mars dernier, nous avons publié un texte mettant en accusation 4 hauts procureurs de la République. Le texte est disponible sur Internet, il a été distribué à plus de 10 000 exemplaires papier sur la place Vendôme et en d'autres lieux de Paris. Nous mettons en accusation 4 hauts procureurs et derrière une liste de 12 personnes victimes de dysfonctionnements judiciaires majeurs, dont Jonathan Delay, dont Hubert Van den Toren, d'autres noms encore, de gens bien précis qui disposent de dossiers solides, que nous avons pu, valider. Et nous savons qu'effectivement, il y a des dizaines de milliers de dossiers en souffrance, notamment de femmes qui se battent pour leurs enfants. Notamment, beaucoup de dossiers de ce type-là. Placement abusif, dossiers de violences sexuelles, pédophilie, etc., qui sont des dossiers écœurants, immondes, odieux, insupportables. Réunir tout ce monde-là, nous le faisons autant que nous le pouvons, nous communiquons beaucoup. Ce n'est pas facile, parce que chacun est pris dans sa souffrance, pris dans ses difficultés, pris dans sa propre guerre avec les institutions. Ce n'est pas facile, mais ça fonctionne. C'est-à-dire que les choses évoluent petit à petit, tous les jours, par Internet, par Facebook, par téléphone, par courrier. Les choses évoluent, les liens se font. Les liens se font. Et il est évident qu'à un moment, les plus hauts responsables de l'État en charge de la conduite des affaires de ce pays vont forcément devoir écouter très attentivement ce que nous avons à leur dire. Tout simplement parce que s'ils n'écoutent pas, ça va être terrifiant pour eux. Enfin, je veux dire, ça va être terrifiant, oui. Ça va être terrifiant. En 1789, ça s'est très très mal terminé. Et jouer la surdité, c'est jamais très très bon, quoi. C'est jamais très très bon. Alors, on n'en est plus à faire de la guillotine physique, mais on en est quand même à la guillotine symbolique. C'est-à-dire que nous allons continuer à, symboliquement, couper des têtes. Il y a quantité de gens que nous avons cités dans nos dossiers qui ne sont pas très fiers d'avoir été cités. Ça va continuer et ça va s'amplifier parce que il faut bien comprendre une chose, il faut vraiment bien comprendre une chose, que ce soit Thierry, Kabyle, sa famille, Jonathan Delay que je citais tout à l'heure, Christian Bazano, qui est un autre ami qui travaille sur un autre très gros dossier poubelle de l'État français, 22 milliards de dollars bricolés au travers de détournement au travers d'une usurpation d'identité, enfin de plusieurs usurpations d'identité, dossier poubelle avec aussi là du sang, de l'argent et des élus politiques dedans. Jacqueline Dubuis, qui est la veuve d'un officier de police judiciaire des renseignements généraux avec lequel j'ai travaillé pendant 15 ans, en particulier sur le dossier de l'OTS. Tous ces gens-là sont d'une absolue, totale, radicale, définitive et non négociable détermination. Et face au système
d'un côté d'impuissance de certains et de gangstérisme radical d'autres, notre détermination, elle est en carbure de tungstène, double paroi, entourée de béton armé. Ça veut dire que dans 30 ans, nous continuerons à les pourchasser, ceux dont nous parlons aujourd'hui. Je voudrais juste que ce message-là passe. Et puis, il faut dire aussi une chose, de toute façon, c'est vrai qu'il y a aussi des personnes citées qui sont gênées que leur nom apparaisse, en tout cas dans différents dossiers, mais il y a aussi des personnes silencieuses qui malheureusement, par leur silence, se rendent coupables. Et donc, moi, c'est pour ça que je dis, à un moment, quand on voit le vent qui tourne, quand on sent le vent tourner, pour certains, je pense au corps médical, je pense au corps judiciaire, je pense aux policiers qui commencent déjà. C'est pour ça qu'on parle de manifestation des policiers en colère, parce qu'on dit toujours c'est pour une raison financière, c'est pas une raison financière. Les policiers sont en colère parce qu'ils comprennent ce genre de dossier. Il y a des policiers qui aujourd'hui n'ont plus envie de servir la France quand ils voient qu'on les envoie aller prendre une femme innocente juste parce qu'elle protège son enfant. Parce qu'elle a vu que son enfant a été abusé sexuellement. Et donc, on fait les policiers faire un sale boulot, c'est-à-dire aller chercher donc cette femme, l'enfermer dans une maison psychiatrique, et puis un jour, dans les journaux, ils découvrent que cette femme, elle est suicidée. Puis ils disent, c'est bizarre, à chaque fois qu'on emmène quelqu'un en prison, on sait bien qu'elle n'était pas coupable, mais elle se suicide. Et donc, ça fait un mort sur la conscience, un deuxième, un troisième. Mais tous ces actes sont extrêmement destructeurs. C'est pas pour rien que beaucoup d'entre eux arrivent à des burn-out, se retrouvent en maison psychiatrique, se retrouvent dans des maisons isolées, vraiment à réfléchir sur toutes les mauvaises actions qu'ils ont faites parce qu'ils le payent très cher derrière ça. Et ça, on n'en parle pas. Et aujourd'hui, c'est vrai que ces personnes policières, ces personnes, et c'est pour ça qu'on en a de plus en plus, et je rends un hommage déjà à deux policiers qui nous ont suivis, Place Vendôme, avec tous les tracts qu'on a distribués. Et en distribuant, à force de distribuer ces tracts, à force de les former, en leur expliquant ce qui nous arrive, et ils étaient vraiment extrêmement gênés de tout ça, mais très friands de cette information. Un jour, dans le 13e arrondissement, on les appelle parce qu'il y a une personne une personne de 49 ans qui fait un arrêt cardiaque. Les enfants appellent, le SAMU arrive, ils déclarent la personne décédée. Les médecins légistes arrivent derrière, décédés. Finalement, les deux policiers arrivent, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Alors qu'ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas médecins légistes, donc ils auraient dû se référer à leur constat. Et puis finalement, il y en a un d'eux, il soulève le drap. Et tout de suite, alors qu'il n'est pas médecin, il voit qu'elle est vivante. C'est puissant quand même. Et ce qui les a choqués, c'est comment c'est possible que cette personne était vivante, qu'elle ne pouvait ni parler, ni bouger. Et au final, on sait bien le sort qui lui était réservé à cette maman. Parce qu'elle était morte officiellement, dit le médecin légiste. Et cette maman, on savait le sort qui lui était réservé, puisqu'ils ont donné à ces deux policiers une médaille d'honneur. Depuis quand on décerne une médaille d'honneur à un policier qui découvre qu'elle est morte? Finalement, c'est qu'on savait le sort qui était réservé à cette maman. Par exemple, sur ce cas-là, ça a été anticipé. Comment c'est possible ça? Tout simplement, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un professionnel du corps médical qui est chargé de faire de la récupération d'organes et qui éventuellement va gagner de l'argent avec ça, il doit décider très vite. À partir de quoi est-ce qu'il décide? À partir de quand est-ce que je décide que tu es vraiment mort et que je peux te piquer ton foie, ton cœur, tes reins, ton œil gauche? À partir de quoi je le décide? À partir de quel moment est-ce que je vais être sûr que tu vas effectivement mourir dans un quart d'heure? Il faut être vivant pour prendre les organes. Il faut que l'organe reste vivant un minimum, sinon il ne sert plus à rien. Alors, il y a des cas où effectivement, en tant que professionnel, je suis parfaitement honnête et je respecte une éthique rigoureuse. Je sais qu'il n'y a strictement plus aucune chance qu'on te récupère, tu es vraiment mourant. Ok, on va prendre l'organe. Mais si je suis payé, très bien payé, pour ramener de la marchandise, et que j'ai une morale à géométrie variable, et que je sais que de toute façon je vais être protégé par le système,
t'es mourant, mais je suis pas très sûr que tu sois complètement mourant. Peut-être que si on t'emmenait vraiment en urgence et qu'on fasse tout ce qu'il faut, peut-être qu'on peut te récupérer. Mais on a peut-être plus que 20% de chance de te récupérer. Ouais, 20% de chance de te récupérer. Bon, allez, on enlève le foie, monsieur. C'est comme ça que ça se passe. Bon, bah, en tout cas, une affaire qu'on va suivre, et qu'on aura l'occasion de vous dire ce qu'il adviendra, enfin, s'il y a d'autres événements. C'est un dossier qui n'est pas fini. Voilà, j'imagine que c'est un dossier qui n'est pas terminé. Non, C'est clair. et puis, par contre, on aurait un énorme plaisir à te voir à la main d'or venir conduire l'événement. Ouais, d'accord. Ouais. Si tu Je sais pas si j'aurai la possibilité parce que c'est un peu compliqué pour faire des déplacements, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. On verra si le. Ça serait une bonne chose parce que c'est vrai que finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je dis, c'est vrai qu'il y a cette presse libre, entre parenthèses, dont tu fais partie, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et puis quand on parle de presse libre, il y a toujours cette presse enchaînée. Et malheureusement, on est face aujourd'hui à une presse qui répond au doigt et l'œil à ce système. Et il faut vraiment venir, c'est une forme de contre-pouvoir. C'est-à-dire que toi, pour moi, tu es un contre-pouvoir de l'information. Mais vraiment, parce qu'il y a l'information qu'on veut bien nous servir pour nous enfermer vraiment dans une certaine, je sais pas, logique. Et puis, il y a des personnes comme toi qui sont là pour venir informer réellement le public. Parce que tu as l'information qu'on diffuse aujourd'hui, c'est une information que TF1 a pris le risque une fois, mais bon, avec une idée bien précise. France 2 ne va pas le prendre, François ne va pas le prendre, c'est-à-dire que toutes les autres chaînes ne prendront pas. Vous verrez qu'à la main d'or, on ne verra pas ni TF1, ni France 3, il n'y aura aucun grand média ce jour-là, lors de cette conférence de presse. Nous le savons très bien. Mais nous, on fait toujours appel vraiment à des personnes qui ont soif de vérité et qui ont surtout l'intérêt d'informer leur famille et leurs proches. Parce que c'est ça le rôle vraiment de la presse, c'est d'informer. D'informer pour se protéger. Je le pense vraiment. Voilà. Merci à vous, merci Christian, merci Thierry. Voilà, on vous suivra de toute façon les suites de cette affaire. Et d'ici là, de toute façon, voilà, vous écoutez ce message, forcément, vous êtes à résistance. Merci à vous. Ciao.